Génial. Parfait. Bon, ben bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde a eu un bon lunch. Écoutez, la présentation que je vais faire, c'est une présentation que je fais habituellement en anglais. J'ai rapidement traduit mes diapositives, donc j'espère que ça va fonctionner pour tous. Euh, En fait, ce que je veux qu'on discute aujourd'hui, c'est de l'outil qui s'appelle Microsoft 365 DSC. L'outil est une solution open source que mon équipe a développée et que mon équipe s'occupe de maintenir, qui permet de faire la configuration par code pour le nuage Microsoft 365. Donc, juste avant de commencer, bien rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nick Charlebois, je suis un ingénieur senior chez Microsoft dans l'équipe qui s'appelle le Global Technical Team. Je suis la personne qui s'occupe de tout ce qui est le DevOps et l'automatisation au niveau des ce qui était PFE dans le passé, qui est maintenant rendu CE pour Customer Engineer. Je suis le gestionnaire principal pour l'outil Microsoft 365 DSC, qui est ce qu'on va parler aujourd'hui. Moi, je suis basé à Gatineau, donc je suis du côté québécois aussi. Puis, j'ai essayé de mettre une petite joke là-dedans, mais la raison pourquoi j'apprécie de payer une hypothèque depuis le mois de mars, c'est parce qu'avant, j'étais sur la route pas mal, je dirais, 2 à 3 semaines par mois. Et depuis la crise du COVID, je bénéficie enfin d'avoir une maison, de pouvoir être chez moi un petit peu. Donc, j'apprécie beaucoup ça. En gros, la solution, comme je mentionnais, c'est une solution qui est open source, qui est hébergée sur GitHub. Elle est gérée par des ingénieurs Microsoft. Donc, j'ai une équipe d'ingénieurs à travers le monde. On a des gens sur pas mal tous les fuseaux horaires, mais elle est maintenue par la communauté. Donc, c'est un outil, c'est un peu comme le PNP, dans le fond, c'est le même disclaimer qu'on a au niveau de la supportabilité. C'est un outil qui est open source, qui est géré vraiment au niveau best effort par les ingénieurs Microsoft et par la communauté. Vraiment, l'outil, c'est un framework. Ce n'est pas une solution, ce n'est pas une application. C'est un framework qui va aller nous permettre de construire des solutions de gestion automatisée des changements au niveau de Microsoft 365. Ça va permettre justement d'activer des scénarios de DevOps. Je vais faire un petit démo tout à l'heure qui vous explique vraiment comment est-ce qu'on peut amener ça à son autre niveau de maturité pour automatiser tout ce qui est la gestion des changements de configuration au niveau du nuage Microsoft 365. En gros, l'outil se base sur quelque chose qui existe depuis 2014 qui s'appelle Desired State Configuration. Donc, depuis la version 4.0 de PowerShell, lorsque une machine a PowerShell installée dessus, elle va avoir cet outil-là qui s'appelle DSC qui permet de définir comment est-ce qu'on veut la configuration d'un environnement et d'automatiser le déploiement de cette configuration-là. Donc, par exemple, c'est une méthode qui se veut déclarative. Si ce que je veux faire, c'est définir, dans ce cas-ci, une politique d'appel Teams qui empêche les usagers anonymes d'initier des réunions, ça se traduit en termes de DSC par ceci, qui est un bloc de code qui dit, donc, Teams Meeting Policy, allow anonymous users to start meeting, false. Donc, j'écris une définition de ce que je veux. Si on met ça en comparaison avec l'approche impérative qu'on est tous habitués, ce que je ferais pour créer une nouvelle Teams Meeting Policy, je devrais aller appeler la méthode New CS Teams Meeting Policy, je passerai les paramètres, j'exécuterai ça, la politique serait créée. La deuxième fois que je viens, que je roule encore cette commande-là, ça va me donner une erreur parce que ça va me dire que la politique existe déjà. Donc, pour la mettre à jour, je dois rentrer dans la commande set. Si je veux l'enlever, je dois aller dans la commande remove. Donc, j'ai besoin de comprendre toutes les commandes qui sont en dessous de ça pour vraiment pouvoir amener mon environnement dans l'état désiré. Avec DSC, j'ai simplement besoin d'écrire ma définition et de l'exécuter. Si je roule ça une fois et que la politique n'existe pas, DSC va aller et la créer sur mon environnement Microsoft 365. Si je la roule une deuxième fois, il va détecter qu'elle est déjà là. S'il y a des changements, s'il y a des choses différentes, il va aller la mettre à jour automatiquement. Mais l'idée, c'est vraiment le concept d'indépendance, qu'on peut rouler autant de fois qu'on veut et on va toujours terminer dans le même état, donc le desired state. L'outil permet de faire 6 choses principales. La première, c'est au niveau de l'automatisation. Donc, tu écris ta définition de comment tu veux avoir ton environnement Microsoft 365 configuré. Tu exécutes ta configuration, puis automatiquement, il va aller déployer la configuration. Aujourd'hui, si tu veux gérer ton environnement Microsoft 365, tu as besoin d'aller obtenir plusieurs modules PowerShell. Donc, pour SharePoint Online, tu peux utiliser soit le graph SDK, tu peux aller prendre le module PNP. Pour Exchange Online, tu vas avoir l'Exchange Online Management, Security and Compliance, même chose. Pour Teams, c'est encore pire. Tu as le Skype for Business Online module, tu as le module Teams. Ils ont été combinés, mais c'est quand même encore 2 modules séparés. Donc, tu as plusieurs dépendances à aller chercher. Azure AD pour au niveau de l'application Azure Active Directory.
Donc, lorsque tu installes Microsoft 365 DSC, automatiquement, on va aller installer toutes ces dépendances-là pour toi. Donc, tu n'as pas besoin d'aller figurer quel module tu as besoin. Microsoft 365 DSC se veut comme une couche d'abstraction. Donc, tu écris ta configuration. Dans la même configuration, je peux aller configurer un Teams, je peux aller configurer mon Azure AD, je peux aller configurer ce que je veux. Puis lorsque je vais l'exécuter, l'outil va être assez intelligent de dire « Ah, ça, c'est une politique dans Azure AD, on va appeler le Azure AD module. » Puis il va aller appeler le bon module en dessous. Donc, c'est vraiment un niveau d'abstraction par rapport à ça. Je vais faire un démo très rapidement. Je vais juste... Donc, ce que j'ai défini ici, j'ai défini deux objets très simples. En fait, là, ce que je vais faire, je vais même enlever lui ici, mais j'aurais pu définir Sharing Settings. C'est juste, ça va être un petit peu trop long à l'appliquer. Mais ce que je définis ici, je définis, premièrement, une politique pour le nom de mes groupes dans Azure AD. Donc, je dis que mes groupes ne peuvent pas contenir le mot secret, CIO ou HR. Et je vais aller définir une politique d'appel au niveau de Teams, qui est une vraie politique qu'on utilise pour les écoles K-12 aux États-Unis, qui empêche les remote teachers d'avoir des chats directs avec les étudiants. Donc, c'est une politique d'appel que je définis. Je vais simplement venir et exécuter ça. Avant tout, j'aime bien ça montrer qu'il n'y a pas de smoke and mirrors dans mes démos. Donc, ça, c'est mon environnement Azure AD vers lequel je vais déployer ma politique de mots bloqués. Donc, on peut voir ici qu'il n'y en a pas. Normalement, lorsqu'il y a une politique de définie, on va avoir un crochet vert qui nous dit qu'elle est disponible pour téléchargement. Puis, au niveau des politiques d'appel de mon environnement Teams, j'ai aucune politique qui va être personnalisée. Donc, je n'ai pas ma politique qui, d'après ma configuration, s'appelle Remote Teachers. Donc, si les hamsters veulent se réveiller, là, on va voir que j'ai seulement 3 politiques qui ne sont pas des politiques personnalisées. Donc, je vais aller exécuter ma configuration. Et là, ce qu'il va me demander, parfait, quels sont les credentials que tu veux utiliser pour aller appliquer la configuration. Dans ce cas-ci, j'utilise un user base pour m'authentifier, mais je peux aussi utiliser un service principal. Donc, je peux avoir une application Azure AD qui va avoir les permissions, dans ce cas-ci, d'aller écrire au niveau des groupes, donc group.readWriteAll, et au niveau des teams, donc ça serait Skype for Business Online, ça serait Skype for Business Online Admin. Mais je peux utiliser un service principal au lieu d'utiliser des credentials. Dans mon cas, je vais y aller avec credentials. Ça va compiler, faire sûr que ma configuration est correcte et ça va aller l'appliquer directement. Donc, si je retourne ici, on voit là, que mes politiques, j'en ai seulement 3, j'en ai pas de custom. Si je retourne ici et je fais un refresh, dépendamment du timing, ça va prendre un petit peu de temps, mais on va voir qu'il va aller l'appliquer directement. Donc, DSC s'assure d'amener mon environnement dans l'état désiré. Ça va prendre peut-être quelques secondes. Puis, en dessous de ça, comme je mentionnais, je n'ai pas besoin de savoir quel module je dois aller appeler. Dans la même configuration, tout à l'heure, j'avais du SharePoint Online, j'ai du Teams, j'ai du Azure AD. Les modules qu'on supporte, si on va sur l'environnement GitHub, si on va sur le répertoire, si on s'en va dans les wikis, on a une page qui est la liste des ressources qu'on supporte. Donc, tout ce qui est listé ici est des composantes qu'on supporte. On a une relâche hebdomadaire, donc à chaque mercredi, on a une relâche. Puis, on introduit des nouvelles ressources. On introduit aussi, lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont activées au niveau des différentes charges de travail, on fait des relâches pour supporter justement ces composantes-là. Donc, par exemple, un qu'on a introduit dernièrement, c'était le Breakout Rooms dans Teams, la possibilité d'aller contrôler ça. Donc, on est toujours à jour. C'est une relâche par semaine qu'on a de l'outil pour s'assurer de toujours avoir les changements les plus récents. Donc, si je retourne vite fait ici, là, je veux juste montrer que ça a fonctionné. Parfait, on voit qu'effectivement, j'ai maintenant ma politique de mots bloqués qui est là. Si je m'en vais dans mes politiques de Teams et je fais un refresh ici, je devrais voir mon Remote Teachers qui a été créé dans quelques secondes. C'est encore en train de rouler. Mais en fait, j'ai été appliqué la configuration. On reviendra à ça tout à l'heure. L'autre chose que l'outil permet de faire, donc le premier pilier, si on veut, c'est l'automatisation. Le deuxième, c'est faire vraiment une extraction de la configuration existante d'un tenant. Donc, l'outil Microsoft 365 DSC, à l'intérieur de ça, utilise quelque chose de façon native qui s'appelle Reverse DSC, qui est un module qui nous permet d'aller et faire l'extraction, si on veut, de configuration DSC à partir d'un environnement existant. Donc, c'est construit dans l'outil directement. Donc, je peux lancer l'outil, le pointer vers un tenant qui existe
et extraire ce DSC-là. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à tout écrire à partir de mon code DSC de scratch. Je peux utiliser un tenant qui existe déjà. Donc, si aujourd'hui, vous avez un environnement, vous dites, on veut commencer à faire de la configuration par code, faites simplement prendre un snapshot, si vous voulez, avec l'outil de votre DSC existant. Puis à partir de là, toutes les modifications commencent à se faire à partir de ce script-là, si on veut. L'autre chose qu'on peut faire, puisqu'on est capable de faire l'automatisation et l'extraction de configuration, on peut synchroniser plusieurs tenants. Au niveau de la configuration, très important, on ne joue pas avec les données. DSC est là pour gérer vraiment les configurations des différentes charges de travail. Donc, ce que je peux faire, si j'ai, par exemple, imaginons que tenant A se trouve à être mon environnement de production. Puis, il y a un nouveau feature qui a été introduit dernièrement. Je veux pouvoir aller jouer avec, mais je ne veux pas briser mon environnement de production. Je veux voir comment que ça va réagir. Ce que je peux faire, je peux aller me créer un environnement test, un environnement dev de 90 jours, si je veux, donc un trial tenant. On va l'appeler tenant B dans ce cas-ci. Je fais une extraction de ma configuration de production. Je fais simplement prendre ce fichier-là. Quand je le roule, on l'a vu tout à l'heure, il m'a demandé les credentials que je voulais utiliser. Lorsque je le roule, je mets les credentials pour mon autre tenant et automatiquement, il va aller synchroniser la configuration sur cet autre tenant-là. Full fidelity. Donc, il va amener vraiment là, les configurations pareilles sur mon tenant de dev. Et à ce moment-là, je peux aller briser cet environnement-là comme que je veux. Ce n'est plus mon production. Si vous avez des questions en passant, soit débarquez mute, posez les questions à mesure, ou vous pouvez aussi lever votre main si vous avez des questions, ou utiliser le chat. Sébastien, oui, framework quadriciel, merci Seb. Il n'y a pas personne qui utilise ce mot-là vraiment. Donc, au niveau, c'est plus de points à Scrabble. Je ne sais pas, il y a un code en framework. C'est à peu près pareil. Au niveau de l'extraction, lorsque l'outil est installé, là, ça ici, c'est le Windows Terminal, là, donc ce n'est pas un outil, c'est juste moi qui ai mis du branding. C'est une console PowerShell de base. L'outil peut s'installer aussi facilement que de rouler install module Microsoft 365 DSC. Si je roule ça, automatiquement, il va aller télécharger l'outil de la PowerShell Gallery et l'installer localement. Une fois que c'est installé, j'ai accès à une commande qui s'appelle Export M365 Configuration. Cette commande-là ici est la commande qu'on veut rouler pour faire l'extraction de configuration. Ce qui va se passer en arrière-plan, c'est que PowerShell va aller et bâtir une interface graphique qui va nous permettre d'aller manuellement choisir les composants qu'on veut extraire. Donc, j'ai le choix de faire un export vraiment complet de mon tenant de toutes les settings, où je peux aller et dire, je suis seulement intéressé, par exemple, à Teams, ou je suis seulement intéressé à Teams Messaging Policies, puis SharePoint Online Tenant Settings, par exemple. Donc, l'interface, je fais souvent la blague qu'elle sort directement des années 90, je le sais. Mon motto à moi, c'est « rends-le pas beau, rends-le utile ». C'est très utile, c'est pas joli, mais c'est utile. On peut venir ici et dire « OK, je veux aller extraire, par exemple, dans ce cas-ci, je voudrais mes sharing settings de SharePoint Online. Donc, je vais aller choisir ça. Mes Azure AD Tenant Details, par exemple, je pourrais aller choisir ça ici, c'est un peu plus long parce qu'il fait un proxy. Disons que je choisis ces deux-là. Je rentre mes credentials, encore une fois. Et à partir de là, directement, ce qu'il va faire, il va aller et il va extraire ma configuration. Il me donne aussi l'option, il me dit directement, lorsque j'utilise l'interface graphique, il me dit si jamais je voulais rouler la même commande, mais de façon unattended, donc sans avoir besoin de l'outil, je peux simplement rouler cette commande-là ici. Donc, on vous donne l'alternative. Donc, il va aller, il va extraire mes configurations et à la fin, ce qu'il va faire, il va me demander où est-ce que je veux stocker l'information. Je vais aller Dev Bootcamp. Et directement, je vais avoir ma configuration ici qui représente le DSC de mon tenant. Donc, mes sharing settings pour SharePoint Online et mes AD details. Donc, ce que je peux faire à partir de là, je peux aller prendre ça ici et directement déployer ça sur un autre environnement. Donc, je peux simplement compiler ça, le rouler, puis l'exécuter vers un autre tenant et ça va dupliquer ma configuration, si on veut. Impressionnant. Je veux savoir la sécurité à suivre. Mettons au niveau de SharePoint ou... La sécurité au niveau de quoi, Patrick, par exemple? As-tu un exemple? Par exemple, on a des usagers, tu as une sécurité brisée sur une bibliothèque de documents, et puis il y aurait des groupes AD associés à cette sécurité-là sur la bibliothèque de documents où la sécurité a été brisée. C'est-tu quelque chose que tu vas exporter ou ça n'a pas de lien avec les policies?
On ne touche pas au niveau des documents. Donc, vraiment, la ligne est tracée au niveau des collections de sites au niveau de SharePoint. Et même là, ce que vous voyez, là, la raison pourquoi ça a l'air d'un arc-en-ciel avec toutes les couleurs-là, que probablement les personnes colorblind ne peuvent malheureusement pas voir, c'est parce que tout ce qui est en rouge fait partie de ce qu'on appelle la zone grise un peu. C'est des composants qui ne sont pas nécessairement de la configuration, qui tendent plus vers les données. Je vais vous donner un exemple concret. C'est un vrai exemple qui est arrivé. C'est un client à moi qui a décidé d'utiliser Microsoft 365 DSC pour tout déployer. On parle de tout. Là. Ils ont configuré la majorité de leur workload, sauf Power Apps et Planner en utilisant ça. Et ils ont défini toute leur structure d'information de leurs Teams. Donc, tout ce qui était leurs Teams, leurs utilisateurs pour les private channels, les channels, tout avait été défini avec DSC. Ils ont déployé leur configuration. Tout était vraiment bien. Tout s'est bien déployé. Mais DSC fait quelque chose qu'on n'a pas encore couvert, mais il permet de s'assurer que l'environnement reste dans cette configuration-là. Donc, imagine le scénario où est-ce que j'ai déployé 300 Teams avec 5 canaux chaque. Je te donne, Patrick, accès comme propriétaire à un de ces canaux-là, puis le canal s'appelle le canal ABC. Toi, tu rentres là-dedans, tu dis, c'est pas comme ça que ça devrait s'appeler. En tant que propriétaire, tu as le droit de venir d'aller renommer ce canal-là, de l'appeler DEF, par exemple. L'outil DSC va faire ce qu'on appelle de la surveillance continuelle. Et il va détecter, il va dire, oh, ce canal-là était censé s'appeler ABC, Patrick l'a renommé DEF, on va aller le corriger. Ah oui? Exactement, il allait, puis il le rechangeait. Tu peux choisir, tu as des choix. Tu peux dire, je veux, dès que tu détectes un drift, je veux que tu le corriges, ou je veux être averti, mais corrige-le pas. Eux avaient mis ça, corrige automatiquement. Donc, ça a créé une situation un petit peu bizarre où est-ce qu'il a fallu prendre bien du temps pour comprendre ce qui se passait. C'était que du moment que quelqu'un changeait quelque chose, ça revenait en arrière. C'est pour ça qu'on trace la ligne au niveau du contenu. Les collections de sites, c'est comme entre les deux. Hein? C'est le squelette plus que de la configuration, si on veut. Même chose. Planner, définitivement, c'est des données. Planner, des tâches, c'est complètement des données. C'est plus pour des scénarios de migration qu'on a permis de mettre ça là. Mais au niveau là, du 5e pilier, qui est la surveillance, on ne recommande pas de gérer ceux-là avec ça. Fait que j'ai pris le long chemin pour répondre à ta question. En gros, non, on ne gère pas les propriétés sur les bibliothèques de documents. On reste au niveau vraiment de qu'est-ce que l'administration peut faire. OK, merci. Bienvenue. Je vais juste revenir là, vite fait, là, ici, là, je vais juste rafraîchir ça. J'aime ça terminer mes démos. Parfait, donc on voit que Remote Teachers a été créé ici. Donc ma politique d'appel a été créée, pas de problème. Donc on a parlé de la synchronisation, on a parlé de l'export. Maintenant, ce que je veux qu'on parle, c'est de l'évaluation. L'outil permet d'évaluer l'état d'un tenant Microsoft 365 contre quelque chose qu'on appelle un blueprint. Je vais vous donner un exemple concret. Okay? Avec l'équipe de produits pour Teams, les gens qui s'occupent de l'éducation, on a développé un blueprint pour les écoles K-12. J'en parlais tout à l'heure. Donc, tout ce qui est les écoles primaires, dans le fond, l'équivalent au Québec de 5 à 12 ans, ils voulaient avoir une configuration recommandée pour activer Teams. Donc, ce qu'on a fait, on a écrit une configuration Microsoft 365 DSC recommandée de base, qui, en gros, voulait dire, si vous n'avez pas Teams aujourd'hui et que vous voulez simplement débuter à utiliser Teams, voici les configurations qu'on recommande. Donc, certaines personnes ont pris ce blueprint-là et l'ont simplement appliqué sur leur tenant. Ce que ça a fait, ça a configuré toutes les politiques. Donc, par exemple, les professeurs ne peuvent pas aller parler des chats directs avec les étudiants. Une liste de mots bloqués, écoute, des mots que je n'ai jamais entendus de ma vie, que j'espère que mes enfants n'utiliseront jamais. Mais tu sais, des mots que tu ne peux pas utiliser dans le nom de tes Teams. Ça a tout été appliqué, ça. L'autre option, c'est, dans le cas, par exemple, je vais prendre un exemple concret, la cité collégiale. Eux, ce n'est pas du K-12, mais ils ont essayé de faire une étude par rapport à ça. Ils avaient déjà déployé Teams, mais ça avait été déployé, je vais prendre leur mot, un petit peu en cabochon. Où est-ce qu'ils ont quand le COVID est arrivé, ils ont vraiment réagi, ils ont activé Teams, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont lu des articles, mais ils ne sont pas sûrs s'ils sont configurés de façon à respecter les meilleures pratiques que Microsoft recommande. Donc, eux, ce qu'ils font, ils prennent le blueprint, et ils font une évaluation. Donc, dans le fond, on va faire le blueprint, on va le prendre, on va aller faire un extrait, une extraction de leur tenant, puis on va comparer, on va dire où est-ce que vous avez des différences entre ce qu'on recommande et vos settings présents. Et ça va générer un rapport. Ça va leur dire directement, donc par exemple, OK, dans SharePoint Online, on ne suggère pas que vous permettiez aux utilisateurs anonymes ou de partager des utilisateurs anonymes.
Puis, on va leur donner un lien directement vers un article docs.microsoft.com qui va dire voici pourquoi on recommande cette configuration. Donc, ça, c'est l'évaluation par rapport à un blueprint. L'autre chose qui est très populaire aussi, c'est l'évaluation entre deux tenants. Donc, si vous avez un environnement quelque part, le cas qui s'est utilisé le plus souvent chez Microsoft, c'est au niveau des acquisitions. Donc, une compagnie achète une autre compagnie, veut essayer de faire une fusion entre deux tenants, mais ce n'est pas exactement qu'est-ce qui est dans quoi. Donc, ce qu'ils vont faire un export de chaque configuration des deux tenants, puis par la suite, ils vont simplement passer ça dans l'outil d'analyse de Delta de Microsoft 365 et vont générer ce rapport-là. Il va leur dire, voici où est-ce que vous avez des différences entre les deux environnements. Le troisième scénario est vraiment des point in time. Donc, si vous avez une discipline où est-ce que vous dites à chaque 1er du mois, on fait une extraction. Donc, le 1er avril, on fait une extraction. Le 1er mai, je fais une autre extraction. Puis, je me dis, bon, je veux savoir qu'est-ce qui a changé entre les deux dates. Donc, par exemple, ça, ici, c'est normalement, en principe, j'espère que si vous avez un bon processus de changement, de gestion du changement, vous devriez avoir une bonne idée de qu'est-ce qui a été changé à travers un mois. Sauf que, prenons la situation où est-ce que vous faites un export au mois d'avril. Okay? Puis au mois d'avril, on n'avait pas le feature Breakout Rooms, par exemple. Puis, disons que ça a été introduit dans votre tenant au mois de mai, ou à la fin avril. Je fais un extrait au niveau du mois de mai. Donc, le mois de mai va maintenant capturer ce Breakout Room, Enable Breakout Rooms settings-là. Puis quand vous allez faire le rapport de différence, il va vous dire, hey, en passant, au mois d'avril, tu n'avais pas ce setting-là. Maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est disponible au mois de mai que tu ne sembles pas utiliser. Il va juste te le flaguer, juste te le dire. Donc, au moins, tu es au courant de dire, ah, il y a quelque chose de nouveau dans mon tenant que je peux aller utiliser dans ma configuration. Donc, c'est un autre aspect qui est intéressant de ça, d'avoir une discipline de faire des exports de façon fréquente. Juste un exemple très rapidement. Là. Ce que je vais faire, je vais juste faire un exemple en deux tenants. Donc, j'ai un tenant de source, puis j'ai un tenant de destination. Ce que j'ai fait entre les deux, je vais juste fermer ça ici, je vais le relancer. J'ai extrait mes deux tenants, puis je vais rouler la commande qui s'appelle New M365 DSC Delta Report. Je vais dire, dis-moi qu'est-ce qui est différent entre ma source et ma destination. Donc, ce qu'il va faire, il va utiliser un autre outil que mon équipe s'occupe qui s'appelle le DSC Parser. Il va aller convertir toute ta data en un objet PowerShell. À partir de là, ce que tu peux faire des queries. Donc, je peux faire un export complet de mon tenant, par exemple, avoir ce fichier PS1-là qui est exporté, le convertir avec DSC Parser. Après ça, je peux faire des queries. Je peux dire, dis-moi combien de Teams Meeting Policy j'ai qui ont le chat de disable égale false, par exemple. Donc, je peux aller queryer, faire vraiment des requêtes pour aller générer des rapports, avoir de l'information par rapport à mon tenant. Dans ce cas-ci, ce que je fais, on convertit les deux configurations en objets. Puis après ça, on va aller voir qu'est-ce qui est différent. Donc, dans ce cas-ci, le rapport me dit, OK, sur ton tenant de destination, il te manque 3 objets, 3 politiques qui existent sur ton tenant de source. Donc, par exemple, une des choses qui manque, qui existe sur ta source, mais qui n'est pas sur ton destination, c'est un Security and Compliance Center Sensitivity Label, donc une étiquette de... Seb, sauve-moi, s'il te plaît. C'est quoi sensitivity en français? Oh my God, quelle bonne question. C'est quoi, Vincent? Sensibilité. Sensibilité. On était proche. OK. Ça sonne un peu comme des émotions plus qu'autre chose, mais OK. Donc, un SC Sensitivity Label qui dit License Plate Info. Et j'ai 2 meeting policies qui existent dans ma source qui ne sont pas low bar. Donc, au moins, j'ai une idée. Déjà là, j'ai 3 objets différents. Par la suite, j'ai une section qui va me dire qu'est-ce qui existe dans les deux, mais qui n'est pas configuré de la même façon. Donc, dans ce cas-ci, si je regarde Sharing Settings, qui est probablement une des choses les plus importantes dans SharePoint Online, donc je vois que sur ma source, on s'assure que le compte qui accepte l'invitation est le même que celui auquel on a envoyé l'invitation, mais pas sur ma destination. Ça représente probablement un risque de sécurité. Donc, je vais aller adresser ça le plus vite possible. Okay? Donc, ça, c'est un rapport Delta. L'autre chose que l'outil permet de faire, puis là, je regarde le temps parce que moi, je dois absolument quitter et 30, mais c'est tout ce qui est la surveillance. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, par défaut, l'outil à chaque 15 minutes. Donc là, 15 minutes, c'est peut-être un petit peu overkill dans certaines situations, mais il va faire une analyse. Donc, il va faire une introspection de lui-même, dire est-ce que je suis encore configuré dans mon état optimal? S'il détecte un drift, donc une configuration qui n'est pas configurée comme qu'elle devrait, il peut agir dessus. Il peut soit automatiquement la corriger,
il peut la rapporter dans Event Viewer, donc il va simplement rentrer une entrée dans les logs, ou il peut t'alerter par courriel si tu utilises Azure DevOps, par exemple, ou GitHub pour faire la gestion avec des pipelines ou avec des workflows. Là, ce n'est pas un all or nothing. Ce que je peux faire, je peux dire, bon, Security and Compliance Center, pour mon entreprise, c'est critique. C'est la mission de mon entreprise, là, ça pourrait avoir des graves conséquences si je ne suis pas compliant à ce niveau-là. Donc, s'il y a un drift qui est détecté au niveau de Security and Compliance Center, corrige-le automatiquement. SharePoint Online, peut-être sharing settings, c'est important, mais le reste, fais juste m'aviser. Si tu détectes un drift, je veux juste être au courant. Comme ça, je vais recevoir un courriel qui va me dire à 11h15 ce matin, on a détecté que cette collection de sites-là était censée exister, mais elle a été supprimée. Puis tu peux faire le suivi avec l'utilisateur, dire y a-t-il une bonne raison pourquoi ça a été fait? Au lieu de automatiser l'erreur puis de recueillir la collection de sites, même si quelqu'un vient de la supprimer. Donc, ça, c'est une des options. Juste montrer ça très, très, très rapidement. Si je m'en vais ici, Calling Policies, je m'en vais dans Remote Teachers, par exemple. Donc, j'ai ça ici. Donc, ma politique dit que les professeurs peuvent faire des private calls. Okay? Si je regarde là, ma configuration, alors, private calling, vous voyez, je l'avais mis à true. Je vais aller le mettre à false, je vais sauver ça. Donc, on s'entend que je viens de créer un drift. Okay? L'outil, ce qu'il va faire à chaque 15 minutes par défaut, il va aller appeler une commande qui s'appelle Test DSC Configuration. Puis il va analyser, il va dire est-ce que je suis encore dans mon environnement, dans mon état des. Ici, il va revenir à false. Il va me dire que ma Teams Meeting Policy n'est pas dans l'environnement ou le Calling Policy n'est pas dans l'état désiré. Puis il va me dire exactement quelle propriété qui a été changée. Donc, ça se fait automatiquement à chaque 15 minutes en arrière-plan. 15 minutes, c'est le minimum. On peut monter ça jusqu'à chaque 31 jours. Moi, ce que je recommande à mes clients, c'est Security and Compliance, si c'est vraiment important, de faire un check à chaque heure. Le reste, ça peut être fait peut-être 2 fois par jour. Donc, à 6 heures le matin, 6 heures le soir. Sinon, là, c'est peut-être un petit peu du zèle là, de regarder ça plus souvent que ça. Donc, ça, c'est au niveau de la surveillance, qui est un aspect très important. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Hein. DSC, Desired State Configuration, par défaut, fait ça, la surveillance. Donc, c'est quelque chose qu'on a simplement utilisé l'engin DSC en dessous pour pouvoir venir et faire cette surveillance-là de l'environnement. Ça va prendre quelques secondes pour revenir. Et voilà. Donc, directement, ça me dit, voyez-vous, je ne suis pas dans l'état désiré. Les Azure AD Groups Naming Policy le sont, mais les Calling Policy ne le sont pas. Puis là, à partir de là, je peux aller avoir beaucoup plus d'informations au niveau de mes Event Viewers. Par défaut, lorsque l'outil est installé, il y a un journal de log qui va s'appeler M365 DSC qui est créé automatiquement. Je vais juste vous donner 30 secondes pour charger. Puis dans ça, je vais avoir vraiment là, de façon très granulaire qu'est-ce qui a été détecté. Donc, voyez-vous ici, ça me dit, OK, j'ai détecté un drift au niveau des calling policy. La valeur pour allow private calling est présentement à false, mais elle est censée être à true. C'est extrêmement puissant. Vraiment, là, c'est exactement ce qui s'est passé à l'heure, à 1h27 quand ça a été détecté. La dernière chose que je veux mentionner très rapidement, c'est le 6e pilier qui est vraiment la possibilité de générer des rapports. Personnellement, moi, j'utilise l'expression anglaise qui dit « putting lipstick on a pig », qui veut dire c'est une demande qui a été faite par les utilisateurs. Donc, c'était une des demandes les plus, rapportées par les utilisateurs d'avoir la possibilité de convertir le PS1 qu'on a extrait en quelque chose qui est un petit peu plus user-friendly. Donc, ce qu'on permet de faire, c'est lorsque tu as exporté ton PS1, on te permet de le convertir soit en Excel ou en HTML. Donc, je vais faire juste un exemple rapidement. J'ai extrait ma source. Ce que je vais faire ici, je vais juste prendre ma commande. Je vais lui dire, OK, crée-moi un rapport Excel à partir de mon PS1 source, puis sauve-le sous rapport.xlsx. Ce qu'il va faire, si j'ai Excel installé sur mon ordinateur, automatiquement, il va lancer Excel et il est en train de convertir mon PS1 dans un chiffrier Excel de façon tabulaire. On va voir, c'est vraiment bien organisé. Puis après ça, moi, je peux prendre ça, m'asseoir avec mon équipe ou avec mon Change Advisory Board et revoir vraiment qu'est-ce qui sont les settings dans mon tenant. Parce que sinon, ça ici, ça est généré à partir d'un fichier qui ressemble... Laissez-moi juste ça. Donc, ça, c'est le fichier ici duquel c'est généré. Hop, tenant. Et donc, ça, c'est ce qui a été exporté. Ça, ici, c'est ce que je le convertis de façon un petit peu plus user-friendly pour mes utilisateurs. Ça va prendre quelques secondes, il va se formater comme il faut. Et voilà. Donc, je peux prendre ça ici et réviser mes configurations au lieu d'avoir à regarder un fichier PS1.
Donc, c'est vraiment tout pour moi. Je sais que c'était express. On a un site web officiel, Microsoft365dsc.com. On a une chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos de formation sur comment utiliser l'outil. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet Issues dans GitHub. Je sais que le nom Issues porte à confusion, mais on veut vraiment pouvoir bâtir une base de connaissances là-bas. Donc, n'importe quelle question, posez-les dans un issue là-bas. Puis, il y a un de nos ingénieurs qui va vous répondre là, en dedans de 24 heures la majorité du temps. Là. Donc, merci pour votre temps. J'espère que ça a été utile. Essayez-le, donnez-nous de la rétroaction. Puis, bonne fin de conférence. Merci Nick. Vraiment apprécié. C'est super intéressant. Juste rapidement, une question. Est-ce que les blueprints sont disponibles publiquement? Vont l'être sur GitHub. On est en train de travailler présentement. On va avoir des blueprints qui vont être spécifiques à l'industrie pour commencer. Donc, l'idée est d'avoir 3 niveaux de. On va avoir un blueprint, par exemple, au niveau de l'éducation. Par la suite, on va avoir un blueprint au niveau législatif. Donc, Canada par rapport aux États-Unis, c'est différent. Puis après ça, on va laisser les gens définir un blueprint pour leur organisation. Donc, l'organisation prend précédence sur les layers plus bas, si on veut. On est en train présentement on va lancer les blueprints pour l'industrie de la finance, de la santé et de l'éducation, je dirais fin janvier. On essaie là, de lancer ça le plus vite possible. On l'a testé. Éducation va être le premier à sortir parce qu'il est déjà runné, il est déjà comme il faut. Ça va être sur GitHub, open source. Encore là, on n'a rien à cacher. Ça va être nos best practices, puis on veut que les gens puissent contribuer. J'imagine que c'est éducation US. Ça va être éducation US pour commencer, effectivement. Mais c'est possible de l'adapter à la rigueur. Oui, exactement. Mais je te dirais que ça va être éducation US, mais c'est industrie. Hein? Ça fait que ça a été basé sur l'industrie, mais après ça, la couche législative, ça, c'est là où est-ce que le Canada va avoir des affaires différentes peut-être qu'au US. Là. Donc, ça reste à déterminer encore. C'est assez tôt dans le processus des blueprints. Cool. Merci beaucoup pour ton temps, Nick. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Petit rappel à tous, si vous avez d'autres questions, on utilise le GitHub. C'est un truc que je vais à l'instant ajouter à la conversation. Écoutez, Seb, merci. Belle moustache en passant. Donc, ça fait plaisir. C'était pour toi. Salut. Merci, Nick. Salut. Salut. Génial. Donc, je vais juste mettre rapidement le GitHub dans la conversation. Je vais arrêter là. Ah, ben merci, Serge. Je pense que tu as arrêté l'enregistrement. Non.